2026 s'annonce comme une année charnière pour Apple et elle vient déjà de lâcher une bombe. Siri va désormais s'appuyer sur Gemini, l'IA de Google. Aveu d'échec ou choix pragmatique, qu'est-ce qui va vraiment changer pour l'utilisateur ? Côté iPhone, c'est aussi le grand chambardement avec un iPhone pliable qui serait attendu d'ici la fin de l'année. Alors quel design ? Pourquoi maintenant et à quel prix ? Côté ordi, faut-il croire à un MacBook à prix cassé à moins de 800 €? Apple peut-elle encore créer la surprise avec des lunettes inspirées du Vision Pro, voire l'arrivée d'un HomePad, un écran pour piloter tous les objets connectés de la maison? Débat. Le Mac. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver. Belle et heureuse année à tous, une année 2026 qui s'annonce passionnante, on va en parler, peut-être même décisive pour la marque à la pomme cette année. Et comme toujours, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque année. Nous avons franchi pour la première fois de l'histoire d'ORM les 4 millions de vues au cours de l'année 2025. Merci à vous, on s'étonne toujours de progresser d'année en année. On pensait arriver à un plafond de verre, ce n'est pas encore le cas. Continuez à nous soutenir, en tout cas, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous retrouver sur Apple Podcasts et bien sûr à rejoindre le club ORLM, vous savez, votre formule premium VIP de l'émission avec accès anticipé au contenu et aux coulisses de cette belle émission. En plateau, on retrouve comme chaque semaine ou presque notre ami Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Je suis content de revenir, ça faisait longtemps. Oui, c'était l'année dernière, c'est pas si oui, longtemps voilà, que ça. ouais, bon, ça va. En plateau également, Julien Tellou, que doit encore présenter, ce présentateur justement iconique de Game One, passionné de jeux vidéo, pop culture et de tech, et qui vient de lancer sa chaîne YouTube et un super podcast. Son nom, tant qu'il y aura du Wi-Fi. Bienvenue Julien. Merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Alors tu parles de quoi dans tant qu'il y aura du Wi-Fi? Dis-nous tout. Je reçois des personnalités, des créateurs de contenu. On essaye de découvrir un peu ce qui se cache derrière Tiens, t'as volé des images, leur passage sur YouTube pour certains ou en tant que créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Parce que souvent on connaît un nom, un pseudo la plupart du temps. Et on ne connaît pas l'histoire derrière. On connaît la ligne éditoriale, mais pas ce qui se passe derrière. Donc l'histoire, c'est surtout ça. Et après, de temps en temps, je me fais plaisir. C'était le cas au CES de Las Vegas. Là, on était à Las Vegas. On a découvert toutes les dernières innovations. Et à un moment donné, j'ai fait venir Anne Fan et Pepe Garcia. Et ensemble, on a fait une sorte de bilan XXL du salon. Pour, bien entouré. Voilà. En fait, je fais une chaîne où je vais faire tout ce que j'aime. Tout simplement. Tout le mal qu'on te souhaite et on te souhaite de grandir. Et ça commence très fort. En duplex, un autre grand spécialiste des jeux vidéo et de la pop culture, youtubeur également, et qui anime l'émission Le Club, le débat gaming et tech, monsieur Julien Chiez. Salut Julien. Salut Olivier, salut tout le monde. Bonne année. Bonne année à toi. Pace salut, comme on dit chez nous. Et tu as publié une jolie vidéo cette semaine autour de l'arrivée de Gemini au cœur de Siri. On va longuement en parler ensemble ce soir, si tu veux bien. Avec plaisir. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors Stéphane, premier sondage qu'on vous a proposé cette semaine autour des annonces les plus attendues cette semaine, cette année, oui. Autour des nouveautés d'Apple. J'y suis arrivé. Ouais, alors, donc on vous a posé comme question quel était le produit quel produit d'Apple vous attendez-vous le plus pour cette nouvelle année 2026. Et les bons chiffres, tu les as à l'écran, regarde. D'accord, ok. Donc en gros, en premier... Si tu arrives à les lire. Si j'arrive à les lire. Mais ça, c'est Siri, un nouveau Siri, donc à 52,7%. Ça tombe bien. Ça tombe plutôt bien. Breaking news. À égalité, l'iPhone Fold, dont on a repris le nom du Samsung, c'est pas très malin. Parce que ça ils ont inventé, ça s'appelle pliant. Mais oui, bon, je sais pas comment ils vont pouvoir l'appeler, mais ils vont bien trouver un truc. Ils vont appeliser un nom, de toute façon, comme ils font. Verra. Ils ont fait avec l'IA, ils ont fait avec l'ordinateur spatial, ils vont bien trouver un nom. Et à égalité, donc iPhone Fold avec le MacBook low cost. Et en dernière position, le MacBook Pro M5 Pro, qui a que 5,2%. Mais bon, on va parler quand même beaucoup de Siri, parce que c'est une grosse attente. Alors, avant de parler de Siri, on a pas mal de réactions de nos tweetos sur X. Regarde, si tu veux les citer d'abord par un des plus fidèles. Alors, Mano, oui, qui donc nous écrit tout ça. Je pense qu'Olivier Frigara aurait aimé mettre dans les choix de ce sondage un MacBook tactile. Ah oui, moi je suis d'accord avec ça. Moi, ça fait longtemps que je réclame ça. Ça fait 20 ans, depuis que l'iPhone existe, qu'on se dit, mais quand est-ce qu'ils vont mettre un Mac tactile? C'est un iPad. Un iPad Pro. Il y a une grosse rumeur pour la fin d'année ou l'année prochaine. Ouais, on va en parler. Sur le fait qu'il y ait une refonte intégrale des MacBook Pro, nouvelle itération, dont l'écran tactile.
On en parlera donc en fin d'émission. On commence avec la breaking news qui est tombée cette semaine, Siri avec Gemini en 2026. On le présentait lors de notre dernière émission au mois de décembre de l'année dernière avec le recrutement de Amar Subramania comme nouveau patron de l'IA chez Apple. C'est un ancien de Google qui a participé à la genèse de Gemini. On le présentait, c'est arrivé, c'est désormais officiel. Par une déclaration commune auprès de CNBC, Apple et Google ont annoncé avoir conclu une collaboration pluriannuelle dans le cadre de laquelle la prochaine génération des modèles Apple Foundation seront basés sur les modèles Gemini de Google et sa technologie cloud. Ils aideront à alimenter les futures fonctionnalités d'Apple, je cite Apple Intelligence, y compris un Siri plus personnalisé à venir cette année. Et c'est donc un communiqué qui est paru sur le site CNBC. Ils ont fait un communiqué commun. Je les cite encore une fois. Regardez, on a une citation. Pourquoi le choix de Gemini ? Après une évaluation minutieuse, Apple a déterminé que la technologie AI de Google fournit la base la plus efficace, merci ChatGPT, pour les modèles de fondation d'Apple, et est enthousiaste de pouvoir débloquer de nouvelles expériences innovantes pour ses utilisateurs. Apple Intelligence continuera à fonctionner sur les appareils Apple et Private Cloud Compute tout en maintenant les standards élevés de confidentialité d'Apple. Alors, c'est à la fois très clair et un petit peu flou. On ne sait pas encore véritablement quels seront les périmètres de chacun. Est-ce qu'il y aura une infrastructure d'Apple ? Est-ce qu'il y aura une infrastructure de Google ? Est-ce qu'ils vont se partager les infrastructures ? Parce que la privacy, on sait que c'est très important chez Apple. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un second sondage, Stéphane. Oui, alors la seconde question qu'on a posée, c'est que vous inspire l'annonce de l'adoption de Gemini comme moteur du futur Siri ? Alors, une majorité de ceux qui ont répondu, ont dit que c'était un choix pragmatique à hauteur de 52%, un constat d'échec à 28%, un risque pour la privacy à 14,6% et une nécessité économique à 5,2%. Alors, les amis, qu'est-ce que vous en pensez ? On va peut-être commencer en plateau avec toi, Julien. Est-ce que tu te positionnerais comment ? On sait quand même que ça fait près de 2 ans, ça fera 2 ans au mois de juin qu'Apple a présenté Apple Intelligence avec le succès qu'on l'on connaît. C'est péjoratif, bien sûr, ce que je dis. Pour toi, c'est un constat d'échec ou c'est un move intelligent ? Constat d'échec total. C'est dommage qu'Apple soit pas la boîte qui, à un moment donné, s'est lancée sur l'intelligence artificielle. Parce que là, quand on l'utilise sur son iPhone, c'est catastrophique. Ça ne marche pas. On s'est amusé à lancer France Info. On essaie de lancer France Info avec Siri. Il nous envoie Séverin, France de Séverin. C'est remarquable. Et quand vous avez un iPhone, en général, vous utilisez d'autres applis d'intelligence artificielle plutôt que l'intelligence artificielle d'Apple. Moi, j'aurais préféré qu'Apple sorte sa propre intelligence artificielle ou propose quelque chose où, à un moment donné, elle choisit l'intelligence artificielle la mieux adaptée, ou comme les moteurs de recherche à un moment donné, on choisit le moteur de recherche qui nous convient le plus. Et là, à ce moment-là, j'aurais choisi peut-être ChatGPT, Gemini, laisser l'utilisateur choisir ce qu'il veut dans son OS, en fait. Un peu comme un Perplexity où finalement tu choisis ce que tu veux derrière. Exactement. Julien, t'es où qu'il y a trop de Julien au mètre carré. Ton sentiment, est-ce que pour toi c'est effectivement un constat d'échec, c'est aussi un bon move, c'est quelque chose d'assez pragmatique. Est-ce que c'est aussi une nécessité économique parce que ça coûte très cher l'IA ? Est-ce que tu es inquiet en revanche que l'ADN d'Apple soit un petit peu écorné parce qu'on sait que l'ADN d'Apple, c'est la confidentialité ? Je pense que comme dans beaucoup de choses dans la vie, c'est un peu le mélange de tout ça. Très clairement, aujourd'hui, Siri est totalement aux fraises, ça ne marche pas. Donc les usages sont totalement en inadéquation par rapport à même les promesses qui avaient été faites. Il y a 2 ans, on peut parler littéralement de publicité mensongère autour d'Apple Intelligence. Je pense même à d'autres fonctionnalités d'intelligence artificielle, comme des choses qui paraissent presque basiques aujourd'hui dans l'écosystème Android et autres, comme sur des photos, par exemple, gommer certains... Tu sais, t'as une belle photo, mais il y a quelqu'un au fond, tu veux le gommer, je vous invite à le faire sur un iPhone. C'est catastrophique, ça ne marche quasiment pas ou extrêmement mal. Donc là-dessus, c'est une évidence, Apple n'est pas au niveau. En revanche, je trouve pas que ce soit un constat d'échec sur le moyen terme, dans le sens où, déjà le deal, quand on voit un petit peu les pourtours de tout cela, ça a été évoqué par Bloomberg, visiblement c'est un contrat de l'ordre de $1 milliard par an. Alors évidemment, ça paraît des sommes gigantesques, mais enfin quand on est Apple, c'est pas grand-chose, d'autant plus que, il faut pas oublier qu'il y a déjà une relation entre Google et Apple, puisque Google paye 20 milliards, c'est-à-dire beaucoup plus, à Apple chaque année
pour être le moteur de recherche standard de tous les appareils iOS. Donc finalement, dans cette histoire, presque économiquement parlant, Apple va être gagnant, et surtout, dans l'espace d'un instant, ils vont rattraper leur retard dans l'IA avec le meilleur modèle grand public aujourd'hui, puisque Gemini 3, dans sa version Pro tout du moins, aujourd'hui, quelles que soient les statistiques, etc., et vraiment explose la concurrence. Donc, je trouve que c'est plutôt malin, d'autant plus que pour l'utilisateur final, ça va être totalement transparent. Je pense que c'est la seule communication réelle qui va être faite autour de Google et Apple, puisque en fait ils vont servir de ce modèle sur les serveurs directement d'Apple, et donc quand on va faire ces recherches avec Siri, il n'y aura pas marqué a priori par Google ou etc. Pour toi, et c'est donc, vraiment sur l'infra d'Apple, ils n'utiliseront pas l'infra c'est ce de qu'ils ont Google. indiqué. C'est ce qu'ils ont C'est pas indiqué très en clair, fait. hein. C'est pas clair. En fait, il y a un communiqué de Google qui indique que ça va vraiment j'ai- être repris. Ouais. Pardon, Stéphane. Non, mais par rapport à cette phrase sur les infras, moi, il y avait un truc. C'est vrai que Apple a toujours été exprimé comme étant un Robin des Bois de la privacy, et que jamais ils prendront les datas, etc. Ce qui est vrai d'ailleurs, même des pays ont interdit l'utilisation d'Android et utiliser que l'iPhone, parce qu'au moins, avec Apple, on sait qui fabrique le matériel et qui fabrique l'OS, et qu'il y a des mises à jour régulières, tandis que quand c'est Android, c'est un peu plus compliqué. Voilà. C'est plus flou. Ça, c'était la chose. Mais pour moi, donc par rapport à la privacy, il est dit, ce qui se passe sur votre iPhone reste sur votre iPhone. Mais pour moi, il y a une fin de phrase qui n'est pas dite, sauf si Google a besoin de données pour entraîner Gemini, parce que en fait, ça va être obligatoire d'entraîner. Oui, mais si les données sont anonymisées, où est le problème? Est-ce que Gemini va pas être moins bien sur iPhone? Mais c'est la question qu'on peut se poser. C'est parce que Copilot, c'était moins bien que ChatGPT. Hein. Et alors, à mon avis, le Gemini qui va arriver sur iPhone, il va être moins bien. Ça reste quand même un constat d'échec. Hein. Vous comparez avec la concurrence sur Android. Bien sûr. Samsung, ils ont 2 intelligences artificielles à l'intérieur du téléphone. Gemini et l'intelligence artificielle de Samsung. Et bientôt Perplexity. Et voilà. Et tous les constructeurs, ils proposent leur intelligence artificielle. Quand tu es Apple, tu es obligé de créer la tienne, de la proposer. Julien, ils ont découvert l'intelligence artificielle le 30 novembre 2022. En même temps 30 octobre. Ils avaient quand même Siri. Siri, c'était presque ça, à peu de choses près quand même. Ça a toujours été bidon. Moi, j'ai jamais utilisé Siri, parce qu'en fait, la seule fois où j'utilisais Siri, c'était, et ça marchait très bien à l'époque, c'est Siri, où j'ai garé ma voiture. Et ça marchait à l'époque. Ça marchait à l'époque, là ça marche plus. Il a même décliné. Non mais je t'avais demandé. Là, il se met à marcher. Il se met à marcher quand je lui demanderai, mais bon, c'est pas grave. Non, mais ce que je veux juste dire, c'est vrai qu'il y a pour ce que Julien a dit tout à l'heure, c'est vrai que recréer un truc aujourd'hui, c'est pas possible, parce que le secret de l'intelligence artificielle, c'est le temps. DeepMind, c'est 2010. Et Gemini a été racheté, Google a racheté DeepMind en 2014, et depuis 2014, il l'a entraîné. OpenAI, c'est 2015. Qu'est-ce qui empêchait en 2014 Tim Cook de racheter DeepMind? C'est vrai. C'est en rapport, même quand ils sont, admettons qu'ils n'ont pas démarré. Ils ont loupé, mais ça, on y viendra. Il y a le voyant qui n'a pas allumé à un moment donné en disant là. Ça ou racheter une boîte. Hein. Ouais. Ils auraient pu racheter une boîte. C'est pour ça que c'est mon coup de cœur aussi. Il y a mon coup de cœur, je le cite aussi pour ça, parce que celui-ci aurait pu être une superbe. On en parlera tout à l'heure. Regarde une petite réaction de Mano qui considère, Stéphane, que c'était plutôt un bon move. Je te laisse le lire. Oui, alors il dit c'est un très bon move d'Apple avec Gemini. C'est pragmatique et efficace. Quand on n'a pas encore l'IA au niveau, mieux vaut s'allier que s'entêter. Reste à savoir si la privacy, le pilier d'Apple, sera vraiment au rendez-vous. Ce qui est sur votre iPhone reste sur votre iPhone. Il a un peu dit, ben voilà, c'est ça, voilà. Mais voilà. donc, le vrai inconnu, Julien, Julien Tellouk, Julien Chiez, je vais y arriver, c'est que moi, je ne sais pas aujourd'hui où en est l'infrastructure d'Apple. C'est-à-dire que on nous a dit d'abord, il y a 2 ans, lorsqu'ils ont lancé Apple Intelligence, qu'ils allaient développer leur propre infra avec des Macs, souvenez-vous, avec des puces M. Je ne les ai jamais vus, ces Macs. Et je ne sais pas où est cette infra. On a appris au milieu de l'été, avant l'été ou en début d'été, qu'ils avaient signé un contrat énorme avec Nvidia pour s'équiper finalement des mêmes puces que l'ensemble du marché, et donc des mêmes supercalculateurs, des GPU dernier cri qui coûtent une fortune. Mais il faut quand même du temps pour les déployer. T'imagines la somme de calculs qu'il faut pour du jour au lendemain répondre aux requêtes d'un Gemini et l'héberger soi-même? Moi, je suis perplexe sur la capacité d'Apple d'héberger ça aujourd'hui. Alors, à moins que ça n'arrive que... Parce que si on t'écoute, toi, tu penses que ça va arriver dans les premières d'ici le printemps, raisonnablement.
Mais Alors, ça veut dire que la phrase est prête, si c'est le cas. Alors, très sincèrement, si on écoute un peu les propos de Mark Gurman de Bloomberg, qui est extrêmement bien informé sur le business Apple et qui évoquait d'ailleurs ce deal entre Gemini, donc Google et Apple, dès, je crois, le mois d'octobre dernier, avec franchement quasiment tous les éléments qui aujourd'hui sont dévoilés, c'est-à-dire, en fait, Apple va louer le modèle Gemini avec 1200 paramètres à l'intérieur, 1200 milliards évidemment de paramètres à l'intérieur, donc c'est vraiment le modèle Gemini 3 vraiment compacté sur les serveurs d'Apple pour garder justement ce côté sécurisé, et le but serait de commencer à le déployer avec iOS 26.4 qui devrait arriver au printemps. Je dis bien commencer parce qu'évidemment tout ça va être itératif. Moi je pense qu'en fait là Apple s'offre du temps. Avec un chèque d'1 milliard par an, ce qui pour eux est vraiment objectivement une babiole, ils vont tout de suite se mettre à niveau. Qui plus est, ils vont continuer en arrière-plan à continuer à travailler sur leur propre modèle à eux, qui, à mon sens, arrivera à terme, mais là déjà, ils se remettent un peu d'équerre. Et je pense quand même qu'aujourd'hui, quand on est utilisateur, moi par exemple, je suis dans l'écosystème Apple, j'utilise Gemini 3, ChatGPT, etc. sur mon iPhone depuis des mois et des années en réalité. Donc je veux dire, et en appuyant sur le bouton action, etc., c'est pas ultra dérangeant, je trouve, en tant qu'utilisateur. Tu as toutes les possibilités de le faire, c'est juste que là, désormais, ce sera intégré. Donc, quelque part, il y a aussi une volonté de communication pour flatter la bourse, pour rassurer un petit peu les gens. Mais dans l'absolu, les gens qui aujourd'hui ont un iPhone ne sont pas coupés de l'intelligence artificielle. Ils ont déjà ChatGPT, ils ont déjà Gemini. Ceux qui voulaient l'avoir l'avaient déjà. Sauf que là, ce sera intégré à l'intérieur. Et à mon sens, Apple, là-dessus, alors évidemment, ça aurait été mieux dans le sens... les gars, qu'est-ce que vous avez foutu? D'autant qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de départs quand même dernièrement, que ce soit leur propre modèle. Mais est-ce que c'est la fin du monde? À mon sens, j'en ai pas vraiment l'impression. Et au contraire, là, ils vont rattraper d'un coup le standard du marché. Au-delà, Julien Tellouk, on a bien vu dans le sondage et à chaque sondage qu'on publie, on pose des questions sur la confidentialité des données. Et on a l'impression que l'utilisateur final s'en moque un peu finalement, sur cet aspect-là. Ouais, c'est possible que certaines personnes s'en moquent. Après, c'est vrai que ça marche. Quoi. Oui, pour l'utilisateur lambda. Après, dans le milieu de l'entreprise et tout, les données, c'est hyper important. Hein. C'est des données critiques, business. Et si on a envie d'équiper une société avec que des iPhones, là, à ce moment-là, ça va être important. Et même moi, en tant qu'utilisateur lambda, sans être dans une entreprise, j'ai pas envie que mes données se retrouvent sur Internet, que mes photos se retrouvent sur Internet. En revanche, je reviens sur ce qui a été dit. Je prends un Samsung. Un Samsung, là, les derniers qui sont sortis, vous avez une IA Samsung qui vous permet de faire de la retouche photo. Vous enregistrez une vidéo, vous pouvez dire j'ai envie de supprimer le camion qui fait du bruit dans ma vidéo, comme ça j'ai une vidéo plus clean. Ça, je le fais pas avec Gemini. Je le fais avec l'intelligence artificielle de Samsung. Gemini, c'est l'intelligence artificielle conversationnelle où on peut faire plein de choses avec, utiliser plein d'applications. Des recherches. Je me dis que là, sur Apple, ils rattrapent pas leur retard. Ils vont être toujours en retard. Parce que la concurrence en face, Lenovo, ils ont leur intelligence artificielle, Samsung a son intelligence artificielle, et c'est des intelligences artificielles qui travaillent sur le hardware, plus que sur le software. Là, Gemini va travailler sur le software, j'ai l'impression, pas forcément sur tout ce qui est retouche photo, son et tout. Alors, on va vraiment voir ensemble dans un instant, parce qu'on a dans le busomètre, on va parler du CES, tu y étais, donc on fera un petit bilan, on verra que l'IA était partout. Mais au-delà, pourquoi c'est un accord pragmatique, Stéphane? Parce que ce serait aussi un bon deal en termes économiques. On critiquait la prudence d'Apple, la lenteur de Tim Cook à investir. Là, du coup, c'est une super affaire qu'ils font finalement, parce qu'on sait que on s'est rendu compte, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent aujourd'hui, c'est d'abord sur le fait qu'il y aurait peut-être une bulle autour des valeurs d'IA, et au-delà que les investissements sont trop importants aujourd'hui sur l'IA, et on n'a aucune garantie de ROI aujourd'hui. Ah, c'est sûr, je peux vous ressortir une statistique qui est un peu amusante et qui un peu illustre tout ça, c'est qu'au mois d'août dernier, OpenAI a fait 1 milliard de chiffre d'affaires, ce qui est bien pour un mois d'été, hein, un peu faiblard et tout. Pour faire 1 milliard de chiffre d'affaires, ça leur a coûté 1 milliard 2. Voilà, donc je peux juste dire, voilà, donc en gros, je parle même pas de l'environnement, l'eau, l'électricité, etc. Ça bien sûr, mais ça, c'est quelque chose qui est une gabegie. C'est sûr que le modèle est là, et le modèle économique n'est pas encore là, mais il y a un potentiel de croissance assez exceptionnel, mais qui ne doit pas se
Qui demandent des investissements qui bien sont juste pas raisonnables. de ma boule, certes, mais c'est vrai que c'est tous ceux qui vont utiliser après derrière ça qui vont profiter de cette amélioration de la productivité. Et je pense que globalement, dans quelques temps, on n'aura pas trop de soucis. Mais c'est vrai que par rapport au pragmatisme, en fait, ils nous refont le coup du moteur de recherche. Ça a été dit tout à l'heure par Julien, du moteur de recherche de l'iPhone, parce que ils n'allaient pas reconstruire un moteur de recherche à l'époque. Ça paraissait dingue de refaire Google. Tout le monde c'était naturel d'utiliser Google, quoi. Et Google a dit, moi aussi, c'est vachement bien. Je sais que les gens qui utilisent l'iPhone sont plus consommateurs de data que ceux d'Android, même s'ils sont moins... Je suis prêt à payer 20 milliards. Je suis prêt à payer ça parce que ça va me faire de l'exposition supplémentaire sur mes produits publicitaires. Bon, donc en gros, le deal était gagnant. Donc on reproduit ce qui a été fait et je pense que est-ce que c'est génial ou paresseux? Je sais pas. Moi, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas plus pragmatique comme décision. Tim Cook, de toute façon, il a prouvé, là, pour le coup, qu'il est, lui, le patron d'une chaîne de fabrication, d'approvisionnement. Quand il y a un, quand il y a un trou, il achète là où c'est possible, quoi. Et on y viendra quand on parlera d'OpenAI, parce que je pense qu'il y a un sujet. Oui, juste il y a un sujet. J'ai dû le dérouler. Oui, c'est bien. Pour une fois. Non, pardon. Et voilà. Donc, en gros, pour moi, c'est vrai que ce composant, c'est l'intelligence artificielle. Il était en manque. Il a eu des équipes qui n'ont jamais pu être mobilisées suffisamment longtemps, ou alors voilà, il y a eu je pense qu'ils n'ont pas opéré le virage à temps. Il est pour Google au final. Oui, bien sûr. Parce que au final, là aujourd'hui, ça gagne pas d'argent l'intelligence artificielle, mais il faut le voir sur le très très long terme. Moi, j'étais au CES, l'intelligence artificielle, elle sort de ChatGPT, de Gemini et compagnie pour aller dans les produits physiques dans votre salon. C'est l'IA physique. Donc ça va être le four, le frigo. Le micro-ondes, la voiture, elle va être partout. Donc, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle va nous écouter, nous comprendre, nous connaître à la perfection. Et plus tard, les marques vont s'insérer là-dedans et elles vont essayer de chercher l'émotion qu'on a quand on boit une canette de Coca. Et c'est là où, à un moment donné, ça va être monétisé, tout ça. Et c'est là où l'argent sera fait pour ChatGPT. Et c'est là que l'impact de l'intelligence artificielle va bien au-delà que simplement la construction, entre guillemets, d'un moteur de recherche. Ouais. Le choc que représente à l'avenir l'usage de ces outils va bien au-delà que l'utiliser au quotidien moteur de recherche. Et même, excuse-moi, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu as dit sur Google, le moment où ils ont annoncé cet accord-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Google qui a bien augmenté en bourse et qui a dépassé la valeur boursière d'Apple. On va en parler. Donc juste pour dire, ChatGPT, ça ne leur a pas arrangé. Julien Chaise, revers de la médaille, Apple a beaucoup communiqué, souviens-toi, il y a 2 ans, sur le fait qu'ils avaient une vision très privacy de l'IA, d'autant plus qu'ils voulaient faire tourner en local l'IA. Qu'est-ce qu'on en sait par rapport à ça? Est-ce que pour autant, Apple va abandonner son projet de sa propre IA en local? Pour l'instant, je ne pense pas qu'il va abandonner ce point-là. On aura toujours une IA made in Apple, made in Cupertino, pour répondre à des requêtes sans besoin d'aller dans le cloud. Alors, c'est super intéressant parce que quand on regarde bien le communiqué justement conjoint, il y a une phrase qui dit « Ces modèles, donc les modèles Gemini qui vont être intégrés, alimenteront les futures, au pluriel, fonctionnalités d'Apple Intelligence, notamment une version plus personnalisée de Siri disponible dès cette année. » Mais notamment Siri. Ça veut dire que Siri, c'est un élément, mais toute la gamme Apple Intelligence, donc on parle justement des retouches d'images, etc., qui aujourd'hui font partie de cette palette-là, vont être impactés à ce niveau-là. Et clairement, en sous-main, Apple va essayer d'améliorer son propre modèle, parce que je pense, et tu as complètement raison Olivier, que on a vu aussi les puces qui ont des éléments vraiment spécifiques, neuronaux, pour tenir la charge sur des choses qui seront faites en interne. Parce que je pense je pense que l'une des volontés de ces géants de la tech, à un moment aussi, c'est d'avoir un modèle d'IA extrêmement puissant et compétent, qui n'ait pas besoin, du moins pour les requêtes, de tous les jours, etc., d'aller se connecter à Internet et qui soit fait du coup en local. Mais ça demande déjà d'avoir énormément de paramètres de base, une fenêtre de visualisation de ce qui est proposé par l'utilisateur ample, mais aussi d'avoir une énorme puissance de calcul, parce qu'il faut mouliner tous les éléments, etc. De ça, je pense que c'est un peu le endgame de cette compétition, qui, à mon sens, là, en l'espace d'une semaine, on voit à quel point, pour moi, le grand perdant de cette histoire, c'est OpenAI, qui avait un contrat, un deal avec Apple depuis quelques temps maintenant, qui, d'une certaine manière, va être mis sur la touche puisqu'ils sont remplacés par Google. Et on voit que OpenAI, qui aujourd'hui reste dominant, puisque ChatGPT, c'est le modèle le plus utilisé à travers le monde, mais mois après mois, trimestre après trimestre, on voit une érosion. Déjà, on voit une érosion technologique,
ils ne sont plus les meilleurs, ils n'ont plus le meilleur modèle, et ensuite, érosion aussi dans les utilisations, et donc dans les utilisateurs. Donc, il n'y a pas péril en la demeure, au-delà du fait quand même qu'ils crament, ça a été très justement dit, énormément d'argent, trop d'argent, et qu'à un moment, il va falloir quand même qu'ils trouvent la bonne solution. Alors, est-ce que ça va être avec Johnny Ive d'Apple qui arrive pour faire un petit truc qui pourrait peut-être se glisser derrière l'oreille? Bon, ça, c'est une autre question. Ouais, ce serait ça le device qui permettrait d'utiliser l'IA autrement que forcément avec son smartphone. Pas mal de réactions sur Twitter, dont une sur X, dont une autour d'OpenAI, justement, Stéphane. C'est de Mig Mounicia. Tu peux le surnommer Mig. Voilà, Mig, aussi. Voilà. Donc en gros, il dit comment... Un peu plus loin, la régie, c'est juste après. Voilà. Comment OpenAI va-t-il pouvoir convaincre à l'avenir que ChatGPT est le meilleur? Google a gagné la course. C'est en effet un énorme camouflet, les amis, pour ChatGPT et OpenAI. Est-ce que vous pensez que, d'une part, Gemini, aujourd'hui, c'est la meilleure IA à installer sur son iPhone, tout simplement, ou vous utilisez peut-être l'un pour certains aspects et peut-être ChatGPT pour l'autre? Et au-delà, est-ce que, quelque part, OpenAI ne paye pas la trahison, entre guillemets, de Jonathan Ive d'avoir signé avec Sam Altman? Non, moi j'utilise les IA en fonction du besoin. Donc, il y en a, de temps en temps, Gemini va être meilleur, de temps en temps, c'est ChatGPT. En fonction des usages. En fonction des usages, ouais. Ça dépend ce dont j'ai besoin. Mais c'est vrai qu'au quotidien, j'utilise plus ChatGPT que Gemini. Donc, pour moi, ça reste quand même ChatGPT le meilleur d'un point de vue global. J'ai plus de besoins dessus que J'ai l'impression qu'il est plus à l'aise, ChatGPT. Tu m'arrêtes, Julien. Je sais que tu as abordé ce sujet dans ta vidéo. Quand on est en mode conversationnel, je le trouve vachement fort. On peut vraiment discuter avec lui. Ouais. Il y a une, je veux dire, il y a une division d'écart. C'est-à-dire que autant sur le fond, c'est-à-dire que vraiment, moi, je me suis amusé vraiment à faire des benchmarks des deux là en version pro, en mode raisonnement, qui permet quand même d'avoir la fenêtre de contextualisation la plus ample, etc. Clairement, les réponses de Gemini aujourd'hui sont meilleures. Elles sont plus structurées, elles sont plus profondes et elles sont souvent bien plus justes. En revanche, en tant qu'utilisateur pur, quand on est dans la captation vocale, par exemple, si on dicte son prompt, sa question à l'audio, ChatGPT, c'est incroyable, mais c'est quasiment parfait. Une réactivité alors que Gemini, en plus formidable. Oh là là, c'est vraiment pas ça. C'est très 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 améliorable. Et donc je trouve que c'est assez intéressant de voir à quel point, en fait, les deux ont pas du tout les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Et moi, j'espère qu'un jour il y aura un peu une uniformisation et que la bataille se fera plus sur le fond et qu'elles seront vraiment à niveau, quoi. Est-ce que tu aurais fait le même choix, Stéphane, de choisir Gemini plutôt qu'OpenAI si tu devais l'intégrer à la place de Siri? En fait, moi, non, ça a été dit, je ne sais plus par quel Julien, mais je crois que c'était toi qui disais, en fait, chacun a ses habitudes, on laisserait le choix. Quand on paramètre un iPhone, on choisit le navigateur, on choisit... Exactement. Voilà, et donc moi, c'est vrai que j'utilise les deux invariablement, ça dépend des questions. Parfois, quand je ne suis pas satisfait de l'un, je donne la réponse de l'un pour le mettre à l'autre, et vice-versa. Je m'amuse de temps en temps à comme ça, mais... Aujourd'hui, on arrive... pour le moment, Gemini 3 est pas mal. ChatGPT 5, quand ils l'ont sorti, on pensait que c'était compliqué. Génial. Ils sont passés en 5.2 très rapidement. Les évolutions sont quand même vraiment... phénoménales. Ouais, non, 2022, à la sortie de ChatGPT. Il y a un peu... Non, mais il y a un rythme, il y a 3 ans. Non, mais il y a un rythme de release quand même qui est complètement dingue et que Apple ne peut pas suivre. Parce que quand même, Apple, pendant des années, ça a été une release par an avec des mises à jour. Là, aujourd'hui, on est, je ne sais pas combien de releases, de nouveaux produits, et en fait, l'un dépasse l'autre. Aujourd'hui, on peut dire même qu'Anthropic, sur certains aspects, est même bon aussi sur la génération de code. Donc, franchement, moi sur mon onglet, il y a au moins 6 Il n'empêche, Stéphane, il faut quand même... moi, je lève mon chapeau à Google, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que la marque, le moteur de recherche était en première ligne, parce qu'à terme, on peut penser que son moteur de recherche et les requêtes sont vraiment en danger avec la montée de l'IA et qu'ils ont su réagir. Eux aussi faisaient leur Google I.O. une fois par an. Ils ont aussi vraiment accéléré et réussi parfaitement ce virage. Et Apple, de son côté, s'est plutôt planté. Regarde, il y a beaucoup de réactions très, très courroucées de nos fans les plus durs. Bon, Rémi Werang, Dark Linux tweet, là, lui, il dit « Si ce n'est pas un échec, qu'est-ce donc ?» Steph Zibikiri, Laurent trouvera une excuse à Cook, Panari, Trump, Fusion, pas pro, rage dedans. Bon, voilà. Johnny Papas dit un énième échec de l'ère Team Cook et il remplace les 2 O par des dollars.
Il suffit de regarder le nombre de talents qui quittent l'entreprise et le peu qu'elle arrive encore à recruter. L'IA n'est que la pointe de l'iceberg. Heureusement, il nous reste le Mac. En tout cas, la page est tournée aujourd'hui par l'intégration de Gemini à la place de Siri. Est-ce que vous pensez maintenant, pour conclure ce chapitre, et on va parler de tous les objets qu'Apple serait susceptible de lancer dans quelques instants en 2026, que c'est juste pour gagner du temps, tout ça, les Juliens. Est-ce que c'est une manière de faire le dos rond et de revenir à terme avec son propre moteur de LLM? Est-ce que vous pensez que c'est que du provisoire et que les promesses seront plus sur le long terme? À part un rachat, je ne vois pas comment ils peuvent rattraper le retard. Stéphane, tu avais raison. Il faut être alimenté par des datas avant de créer son intelligence artificielle. Donc là, si jamais ils ne l'ont pas fait depuis longtemps, il faut racheter une grosse boîte derrière. À part s'ils rachètent ChatGPT, c'est tout. Mais non, mais j'exagère à peine. Mais sortir le chèque, quoi. Voilà, c'est sûr que là, ce serait le plus gros rachat de l'histoire des rachats de toutes les boîtes. Là, ça coûterait trop cher? Bah oui. Non, parce que démarrer, c'est du temps. C'est comme ça a été dit, c'est des milliards. Donc toi, tu penses que le move, il est définitif? Je pense que soit ils ont une occasion. On va sortir les archives. Hein. Bien sûr, non, mais j'assumerai ce que je dis. Je pense que déjà, ils commenceront pas de zéro parce qu'ils ont découvert trop tard la chose et ils se sont intéressés trop tard à la chose. C'est comme Nokia et les smartphones. Hein. Nokia était numéro 1 et poum, en 2 ans, c'était terminé, ils étaient sortis du classement. Tout ça parce qu'ils n'ont pas cru au smartphone. Hein, ils ne seront pas terminés, Apple, mais c'est sûr que sur l'IA, ils ne seront pas compétitifs. Voilà, sur l'IA, et je pense qu'il faut savoir... Chacun connaît ses vertus. Par contre, une chose dont je suis certain, c'est les possesseurs d'iPhone seront des très, 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 très bons utilisateurs d'IA. En termes de qualité en termes de nombre de requêtes, etc. Et que beaucoup voudront être embarqués. Et je pense qu'il y aura d'autres deals qui pourront se faire. Julien, est-ce que tu penses que c'est un move définitif? Et le matériel d'Apple est quand même, en théorie, le mieux de tous au niveau des puces pour gérer les questions d'IA. Alors, 2 questions pour conclure sur ce sujet. 1, effectivement, est-ce que tu penses que c'est un move définitif? Et 2, on a vu, là, les résultats des ventes d'iPhone, on va en parler dans le busomètre, sont tombés. Les retards d'Apple en matière d'IA n'ont absolument pas perturbé les ventes. Bien au contraire, c'est pas un argument de vente bizarrement aujourd'hui. Mais non, tout simplement parce qu'aujourd'hui, tu as un smartphone, Apple, Android ou ce que tu veux, tu as les IA que tu souhaites. Donc pour l'instant, il n'y a pas de clair gagnant dans cette histoire. C'est-à-dire que autant dans le moteur de recherche, Google a cassé le game, autant dans l'IA, il y a encore une sacrée compétition. Et je pense que la poussière n'est pas encore retombée. C'est loin encore le moment où il y en aura vraiment un, tu sais, c'est winner takes all, celui qui va vraiment tout emporter. Et donc je pense que il suffit de regarder juste les 2 dernières années et on voit un Apple qui observe, qui s'est dit, je vais faire un deal avec OpenAI, ChatGPT, je vais l'embarquer, comme ça pour commencer. Je pense qu'ils se sont dit, on va arrêter de financer un de nos concurrents potentiels, fondamentalement, qui veut, tu vois, il y a Johnny Ive, machin, etc. Bon, ok. On a Google, qui est un partenaire aussi de longue date, après qu'il y ait eu des tensions phénoménales à l'époque de Steve Jobs, on rappelle qu'il voulait les atomiser, mais ceci est une autre histoire. Et donc là, il s'associe avec eux. Rien n'empêche de penser que d'ici 2 ans, il fasse un très gros rachat, ou bien qu'il s'associe encore avec un autre. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment pas fini cette histoire-là. Ce qui est certain, c'est qu'à date, là, début 2026, oui, Apple, en termes d'IA personnel, enfin à eux, oui, ils sont pas dans la course. Et je pense que vous avez tous raison en disant que le retard en IA, il est très très difficile à rattraper parce que les autres ils continuent d'avancer à une vitesse exponentielle. Mais n'oublions pas une chose, c'est le nombre d'utilisateurs iOS et Mac à travers le monde, ce qui est donc une porte d'entrée phénoménale qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien être en partenariat avec Apple sur l'IA. 2, la profondeur de chéquier d'Apple. Donc ça veut dire que le jour où vraiment, si stratégiquement c'est indispensable et machin, je veux dire, ils peuvent casser la tirelire, d'autant plus que, là, commence à bruisser le fait que le règne de Tim Cook devrait doucement mais sûrement arriver à son terme. Il n'est pas impossible que le nouveau dirigeant impulse aussi d'autres idées, d'autres envies, et c'est vrai que Tim Cook, il a pas tant de sorties de chéquier que ça. Peut-être qu'une nouvelle direction pourra être un peu plus dynamique à ce sujet-là. Donc, difficile encore de dire comment ça va s'arrêter, mais ce qui est certain, c'est que le gagnant clair de l'IA,
il n'est pas défini encore. C'est Alors, ni Google, ni OpenAI, ni Anthropic, ni personne. Et de l'avenir d'Apple par le prisme de celui de Tim Cook, on en parlera dans l'émission de la semaine prochaine. Qui pour succéder à Tim Cook? Voilà pour le choc de ce début d'année 2026, une alliance qui pose de grandes questions, on l'a dit, pour l'avenir d'Apple dans l'IA. Alors maintenant que ce socle est posé, attaquons-nous plutôt à la feuille de route produit 2026, mais en préambule, place au busomètre. Le busomètre, comme chaque semaine dans On refait le Mac, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple et sur le site Mac Forever. Et en l'absence, en ce début d'année, de Didier, c'est l'ami Stéphane qui va réaliser une magnifique chronique. Ah, je pense bien, surtout qu'on va commencer pas par moi, mais par un duplex. Alors le premier point, tu peux l'aborder, puis je prendrai la main. Voilà, bon, d'accord. Donc là, tu veux que je commence par le CES, ouais. Ah, CES, non, par le CES. Donc on va commencer par un retour du CES par Fabrice Marcella qui va nous faire un petit. Ouais, Fabrice Marcella, qui est le patron de la banque des startups, qui nous a gentiment préparé un petit condensé, un petit résumé de ce qu'il a vu du côté du CES et la présence de l'IA là-bas. Et quoi de mieux que de résumer la présentation de Lenovo qui était dans la fameuse sphère. On écoute Fabrice Marcella. Salut Olivier. En effet, j'ai pu me rendre à la conférence de Lenovo, comme 10 000 personnes d'ailleurs. Ça se passait à la sphère. On est tous tombés sous le charme de la présentation. On sent qu'il y avait un message très clair. L'IA n'est plus un plus, c'est vraiment le cœur de leur stratégie. Le fil rouge, c'est l'IA personnelle avec Kira comme grande star de la conférence. Kira, c'est l'IA de Lenovo qui te suit sur tous les appareils, qui comprend le contexte et ta manière de travailler et qui devient une sorte de copilote numérique au quotidien. L'idée, ce n'est pas juste de répondre à des questions, mais d'anticiper, d'orchestrer, faire à ta place. Concrètement, Lenovo intègre Kira dans ses nouveaux PC, bien sûr, Yoga et ThinkPad pour aider à gérer les tâches, résumer des documents, préparer des mails, organiser des réunions, tout en s'adaptant à ton usage. On passe tout simplement d'un assistant à une IA qui comprend ton environnement, tes habitudes et qui peut agir en arrière-plan pour te faire gagner du temps. Alors, c'est une IA beaucoup plus contextuelle et beaucoup plus présente. Ils ont aussi l'ambition d'en faire une IA multiplateforme, PC, smartphone, tablette, voire objet connecté. Lenovo veut créer un écosystème où ton IA te suit partout, sans rupture d'expérience, et on voit bien qu'ils veulent se positionner face aux grands du secteur avec une approche très orientée productivité et usage concret, plus que démonstration gadget. Même les autres annonces produits étaient racontées au travers du prisme de l'IA. Optimisation des performances en temps réel, gestion intelligente de l'énergie, sécurité renforcée grâce à l'analyse continue des comportements. Tout est pensé pour montrer comment, sans l'IA, le produit est incomplet et que la valeur ajoutée est dans la couche logicielle intelligente. Franchement, Olivier, avec une stratégie ultra centrée sur l'IA personnelle, Lenovo envoie un signal fort. La keynote en plus était très léchée, le discours maîtrisé, la vision autour de l'IA comme nouveau centre de gravité de l'expérience était très impressionnante, très mature. Et là, oui, je pense que Apple a de quoi commencer à s'inquiéter. Lenovo ne se contente plus de faire des PC, il vient marcher sur ses plates-bandes en termes à la fois de keynote, de design et d'innovation, et surtout d'IA, désormais au cœur des enjeux. C'est intéressant ce que dit Fabrice. Julien, on le disait en préambule aujourd'hui, l'IA n'est pas encore un argument de vente suffisamment fort pour tordre les ventes de l'iPhone, mais on voit bien que les constructeurs y misent à fond et Lenovo, ils ont pris par exemple le virage. Tu confirmes que l'IA était vraiment partout au CES? Ah, partout. Et vraiment, le maître mot, c'était une IA pour vous faire gagner du temps et simplifier aussi votre bien-être, notamment dans la maison. Donc, tout était connecté pour nous simplifier la vie et souvent, on retrouvait l'image d'un robot qui nous permettait après de synchroniser toutes les intelligences artificielles, mais on pourrait très bien le faire aussi avec son smartphone, c'est pas un problème. Et Lenovo, vraiment, ils ont marqué le coup avec une grosse conférence. Ouais, dans la sphère, c'était magnifique. Voilà, ils sont numéro 1 du PC, mais ils ont fait venir tout le monde. Il y avait le patron de Nvidia, de Intel, de AMD, ils ont fait une démonstration de force colossale, et ils ont montré aussi leur intelligence artificielle qui va puiser avec de l'intelligence artificielle dans toutes les meilleures intelligences artificielles selon nos besoins. Et elle va deviner, c'est ce qu'ils disent en tout cas, elle va deviner nos besoins. C'est-à-dire quand je vais aller lui poser quelque chose, elle va essayer de deviner ce que j'ai besoin et ça va être, on va dire, si on a tout l'écosystème, ça va marcher comme on le fait avec les Mac et les iPhones et les iPads. Alors ce qui est intéressant, on en parlera dans un instant parce qu'on va parler des nouveaux Mac qui vont arriver. On voit que les ventes de Mac se progresse timidement alors que celle du monde PC progresse de manière plus importante, autour des 15 à 20%. C'est pas étranger aussi à ces moves et à ces annonces autour
De l'IA, autre rumeur ou actu, c'est plutôt une actu, mon cher Stéphane. Oui, alors là, c'est Arthur Levinson qui reste président du conseil d'administration d'Apple. Donc, est-ce que c'est un signe que Tim Cook pourrait également rester CEO plus longtemps que prévu? La firme de Cupertino donc mise plutôt sur une stabilité de sa direction. On va dire, si on veut être gentil ou pas, là, pour le coup, que chez Apple, on ne change pas une équipe qui gagne des milliards de dollars. Alors, il y a beaucoup de rumeurs, et on va en parler la semaine prochaine, parce qu'on y consacre une émission sur le futur patron d'Apple, puisque Tim Cook serait, entre guillemets, tu l'as dit, Julien, tout à l'heure, sur le départ. Et une des éléments qui permettrait de le dire, c'est que le patron du conseil d'administration, du board, arrive à la limite d'âge, donc Arthur Levinson. Et il reste. Et apparemment, on va faire une petite entrave à la règle. Voilà, C'était quelques années de plus. Voilà. Pour laisser peut-être un peu plus de temps. Voilà. Allez, on parle des services. Ah bah oui, justement, les services. Donc 2025 a été une année record pour les services d'Apple qui continuent leur croissance fulgurante. L'expansion mondiale et l'intégration de l'IA confirment la transformation d'Apple en un géant des services maintenant, tout simplement. Et je crois que je ne sais pas combien de pourcents du chiffre d'affaires. 30% en gros. 30%. Voilà, mais en gros, ce qui est quand même une des réussites de Tim Cook, c'est indéniable et c'est ça qui rend solide. C'est son œuvre. Ben oui, et en fait, c'est ça en fait qui rend solide et qui donne une valorisation aussi importante pour Apple parce que bon, c'est sûr que les ventes d'iPhone sont correctes, les ventes de Mac sont correctes, mais c'est excellentes les ventes d'iPhone. Oui, mais elles sont pas. Ah si, elles sont excellentes. Elles sont excellentes, d'accord, mais c'est pas ça qu'ils font. Une boîte fait 4 000 milliards de valorisation. Ouais. C'est un ensemble de choses. Et les services qui étaient zéro, maintenant, c'est devenu très important. Et surtout, je nous vois mal quitter iCloud. Tout ce qu'on peut faire, c'est... Apple a annoncé cette semaine, c'est toi qui me disais ça, Julien, qu'il était numéro 1 mondial des ventes de mobiles devant Samsung désormais. Donc, c'est pas moi qui c'est pas moi, c'est pas toi. Mais c'est pas possible. Ah si, je t'assure, smartphone, oui. Sur un trimestre, si tu veux. Le trimestre où ils ont vendu... là, sur le dernier trimestre de Noël, ils sont le plus gros... C'est normal, c'est qu'ils ont sorti l'iPhone. C'est normal, ouais. Mais sur le premier trimestre... Le premier trimestre, ça sera fini. Le deuxième trimestre, ça sera fini. Le troisième trimestre, ça sera fini. Ça n'a rien d'exceptionnel. Ah bah non, c'est chacun comme ça. Qu'avec simplement 2 ou 3 modèles d'iPhone, ils arrêtent numéro 1 mondial des mobiles. Mais oui, mais c'est normal, c'est la saisonnalité. Bon. Julien Tellouk n'est pas d'accord. Julien Chiez, est-ce que tu es d'accord? Non. D'accord sur quoi Sur le fait qu'ils aient bien vendu leurs iPhones. Est-ce que l'iPhone se vend et superforme aujourd'hui, tout simplement? Je suis assez d'accord avec Stéphane sur le fait que c'est des chiffres qui prennent en compte la période de la sortie de l'iPhone, là où il n'y a pas vraiment de concurrence. Faut pas être non, c'est assez logique. Pour autant, oui, clairement, là, avec les mois qui arrivent et les propositions diverses, entre le Fold et machin dont on va parler, je pense que la gamme iPhone a de beaux jours devant elle. Non, par contre, ce qui est fort, c'est que c'est vrai, ils ont créé des lignes de revenus qui n'existaient pas avec les services. Ouais. Et qui sont hyper utiles pour l'utilisateur. L'expérience utilisateur avec les services, elle est forte. Moi, iCloud, je ne quitterai jamais. Parce que j'ai toutes mes photos de mes enfants dedans et tout ça. Je ne pourrai jamais partir sur un autre téléphone. Tes Dropbox. J'aurai un Android, mais il sera à côté de mon iPhone. Je serai obligé d'avoir les deux. C'est-à-dire qu'ils ont réussi vraiment à rendre captif leur utilisateur en entremêlant les services avec le hardware. On parle encore de Tim Cook. Eh oui, on va parler de son salaire. Eh oui, le patron d'Apple, Tim Cook, donc, a gagné 74,3 millions de dollars en 2025, une rémunération composée en grande partie d'actions qu'il a prévu de reverser quand même à des offres de bienfaisance. De quoi financer une jolie retraite, les amis, non? Oui. Il est bien, là. Hein. Il garde le cœur sur la main. En même temps, dernier trimestre, c'était lui le numéro 1 avec les iPhones. Merci, heureusement qu'il est là. On peut peut-être lui demander d'investir pour une chaîne, chaîne qu'on appellerait Game One. Ça serait bien, ouais. Ça serait bien. Ça serait bien que Game One revienne sur Apple TV, là, ce serait bien. Ouais, c'est pas bête. On parle de Creator Studio, c'est la nouveauté de la semaine. Alors oui, c'est l'actu de la semaine. Alors donc, figurez-vous que Apple lance Creator Studio, donc un abonnement à 12,99 €. Une paille par mois. C'est rien par rapport à Adobe. Mais justement, c'est ça, regroupant toutes ces applications créatives professionnelles avec en prime de l'IA et des contenus exclusifs, une nouvelle offensive donc, qui est clairement vers les créateurs de contenu. Donc tu as Final Cut Pro, tu as Motion, exactement. Tu as Logic, tu as Pixelmator et tu as la suite bureautique qui passe en freemium, donc Keynote. Voilà. C'est pas cher quand même. Hein. Alors justement, je me tourne vers maintenant vous êtes des youtubeurs les amis, vous êtes plus simplement des journalistes qui utilisez donc au quotidien des outils de montage comme Premiere, Final Cut. Est-ce que ce serait un argument aujourd'hui, ce prix à plafonner à quelques dizaines d'euros, alors que Adobe c'est beaucoup plus cher quand même, c'est presque 110 €, 80 € par mois. Les deux Julien, Julien Tellouk ou Julien Chiez. Julien.
en duplex. Alors moi, je laisserai Julien répondre parce que moi, je suis Tu- apprenti youtubeur. Tu es apprenti youtubeur. Je- Tu es encore en formation. Julien, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Eh c'est une bien, bonne idée en soi, mais est-ce que tu as là... Ouais. Moi, j'ai l'impression que les outils d'Apple, ils évoluent peu quand même de ces dernières années. C'est timide par rapport à ce que fait Adobe. Je trouve le move assez logique, même si moi je trouve qu'il me fait un peu mal au cœur, hein, ce monde où en fait plus rien ne t'appartient et ce ne sont que des abonnements et donc quand tu ne payes plus, tu n'as plus rien. Et je pense quand même à la philosophie globalement d'Apple qui aujourd'hui, alors pas tout évidemment, mais il y avait des suites de logiciels qui étaient données quand tu achetais un Mac, etc. et tout. Là tu te dis, ok, tu auras la version de base, mais avec les vraies nouveautés, faudra s'abonner. Bon, ok, ils ont succombé, mais pourquoi pas. Et alors, à titre tout à fait personnel, moi, je ne les utilise pas vraiment parce que, par exemple, en montage, j'utilise du DaVinci Resolve que j'ai acheté et que j'ai définitivement avec moi. Et sinon, je suis sur Photoshop aujourd'hui, que je paye mensuellement, annuellement en l'occurrence. Donc, mais par contre, ils ont des offres pour les étudiants extrêmement agressives. Ça veut dire que je crois que ce créateur pack là, il est studio, je crois qu'il est à genre de l'ordre de 3 € quand tu es étudiant, etc. Je crois que c'est 9 euros, mais c'est déjà pas mal. Mais tu peux pas le partager, en revanche. Alors que l'autre, tu sais, tu peux le partager avec ta famille, 5 personnes, etc. Donc je trouve que c'est plutôt alléchant. Voilà. Bon. Il a combien là, si on n'est pas étudiant? 12,99 par mois. Moi, je trouve que c'est pas cher, moi. C'est pas cher, ouais. Franchement, c'est alléchant comme offre à j'aimerais qu'il y ait un peu plus d'IA, un peu plus de fonctions qui sont apparues chez Adobe. C'est sûr, ouais. Mais pour ce prix-là, de se dire, si on a envie de s'amuser un petit peu, c'est cool. Je suis pas sûr que ça fera basculer les pros qui ont adopté depuis quelques années Adobe, voire des solutions de Blackmagic telles DaVinci Resolve. Allez, gros plan présent. Merci pour ce magnifique Je vous en prie. Et on te retrouve la semaine prochaine. Gros plan présent sur les annonces produits. On va parler matériel attendu cette année et on commence par l'iPhone, bien sûr. 2026 cap sur l'iPhone Fold. Julien, tu voulais nous rajouter quelque chose? Je t'écoute. Oui, parce que j'ai une petite pensée pour les étudiants. C'est bien 2,99 € par mois ou 29 € par an pour les étudiants ou le corps enseignant, ce qui est quand même extrêmement intéressant. C'est presque offert, on peut le dire. Allez, revenons à l'iPhone, et l'iPhone Fold en particulier, ça fait des années qu'on en parle, tandis que Samsung est déjà presque à sa 7e itération, c'est ça? Du Galaxy Fold, tu l'as en plateau. Stéphane, 2026 serait l'an 1 de l'iPhone pliable. Probablement. Là, c'est la rumeur de... Quel enthousiasme! C'est la rumeur qui... Mais non, mais regarde, il y a même on a même des vidéos 3D, quoi. J'ai jamais vu ça. Un an à l'avance, quoi. Non, mais bien sûr, mais l'IA nous aide beaucoup là-dessus, mais... Regarde à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un Fold. Ouais, exactement. Un Samsung Fold, la même chose. Alors, il a un design un peu différent. Il a un format plus livre. Oui, bien sûr. Ça ressemble quand même beaucoup au Fold. Ça ressemble beaucoup à ce truc-là, quand même. Alors, la petite vidéo que l'on voit, c'est celle de John Prosser, qui a dévoilé déjà sur sa chaîne YouTube il y a quelques années, il y a quelques mois, une modélisation 3D où il y aura des images volées d'iOS à l'époque. Ouais, d'iOS, c'était... Il n'est pas en procès avec Apple, d'ailleurs? Ouais, il est en procès. Il y a un procès. C'est ça, hein? Il a dévoilé Liquid Glass. Il continue. Ouais. Allez, parce que ça vient d'un iPhone développeur, ce qu'il avait piqué à l'époque. Moi, je sais pas. Je te dis franchement, pourquoi maintenant? Pourquoi pas en 2027 pour les 20 ans? Nous, on pensait que ça arriverait plutôt en 2027. Qu'est-ce qu'on sait concrètement, donc, Stéphane, d'après Prosser, de cet iPhone Fold? L'iPhone Fold disposerait d'un écran externe de 5,5 pouces. Donc un peu plus large de celui que tu as toi. Un peu plus, voilà. Et d'un écran interne pliable de 7,8 pouces avec un ratio proche du 4/3. Une fois déplié, donc ce serait comme un iPad. Toi, c'est plutôt un 16/9, c'est ça que tu as toi? C'est carré, surtout. C'est bien carré. Hein. Ouais, c'est comme un iPad mini. Un iPad mini, voilà. Et il est... Moi, sincèrement, c'est sûr que l'usage est là, mais j'attends de voir, franchement... Alors, continue à décrire. Qu'est-ce qui transpire encore sur l'épaisseur, sur le capteur photo? Alors, l'épaisseur serait de 9 mm, soit environ 4,5 mm par moitié. Donc là, on comprend les développements qui ont été faits autour de l'iPhone Air. Voilà. C'est sûr. Et côté photo, on retrouverait un double capteur. Là, il y en a plus que deux, on va dire, comme d'habitude, sur un plateau dans un style proche de l'iPhone Air. Voilà. Et le châssis serait en titane avec une charnière combinant titane et acier inoxydable. Alors les amis, pourquoi maintenant? Pourquoi Apple déciderait à faire le move en 2026? C'est vrai qu'on s'attendait plutôt pour les 20 ans de l'iPhone en 2027. Est-ce qu'on arrive à une maturité en termes de technologie? Est-ce qu'on a vu des choses du côté des US qui laisseraient penser que la technologie est mature? Julien?
Alors, c'est vrai que l'iPhone Air, quand je l'ai eu en main la première fois, je me suis dit c'est un avant-goût de l'écran pliable parce qu'il est très très fin, mais il n'est pas aussi fin qu'un Samsung Fold quand même quand on regarde. Parce que le Samsung, c'est vraiment 1 mm au-dessus et en dessous de la prise USB-C. Exactement. Ce qui n'est pas le cas avec l'iPhone Air, qui est légèrement plus épais. Moi, je ne pense pas que Apple va lancer Tout de suite. un écran pliable. Le leaker en question, il a eu de temps en temps bon, mais il a dit beaucoup de conneries aussi. Ouais. Donc, je pense pas, pour des questions toutes bêtes, c'est des questions d'expérience utilisateur. Apple, quand ils y vont, c'est que c'est pour un marché de masse avec une expérience utilisateur au top. Là, je les vois pas proposer un truc au top avec des écrans pliables et la technologie d'aujourd'hui. Je le vois pas proposer ça. Et surtout, qui achète aujourd'hui un écran pliable, même chez les utilisateurs de Samsung? Tu veux dire que ça reste encore un marché de niche, quoi. Ah, complètement, c'est très niche aujourd'hui. Il est possible qu'Apple en sorte, comme c'est des lanceurs de mode, ça puisse éventuellement démultiplier les usages et les envies. Là, ce qui est dit sur le nouveau Fold 8 qui sort là en début d'année, dans un mois, je crois à peu près. En février, en général. Ouais, février. Bah là, ce serait la première fois où il n'y aurait pas de pliure visible. Qui se voit de moins en moins, quand même. Qui se voit de moins en moins, pour moi, à mon sens. Mais bon, c'est vrai que les mauvaises foi ici, des fanboys d'Apple disaient toujours que c'était... Je t'ai pas regardé, Olivier. Voilà, mais bon, voilà. Quand tu la vois comme ça, c'est vrai que mais à l'utilisation au quotidien, tu l'oublies, en fait, la pliure. Je le fais, Monsieur Loyal. Non, mais on la voit un petit peu. On la voit bien, là, regardez, avec les lumières. Au quotidien, c'est une Vous voyez pliure qu'on ne voit plus. Ah, bah, évidemment, j'ai appuyé sur le bouton. Mais moi, je vois mal Apple ruiner le marché des iPad mini qui marche bien quand même au final. Il y a beaucoup Toi, tu fais partie de ceux dont nous faisions que Apple n'en sortirait pas pour pas cannibaliser l'iPad, quoi. Bah ouais, parce que moi, au final, j'utilise un iPad mini, je suis très content. C'est à des moments où je suis utilisé plus professionnel ou pour mater des contenus. Et l'iPhone en utilisation quotidienne. Alors ça reste un marché de niche. Selon l'IDC, les appareils pliables restent un produit de niche et continuent de représenter moins de 3% des livraisons, Julien Chiez, des livraisons totales des smartphones d'ici 2029. Est-ce que tu y crois à ce scénario? La pliure, on en entend parler depuis longtemps. On le dit aussi au sein d'Apple. Apple n'y va pas tant qu'il n'y aura pas une pliure invisible. Il semblerait qu'ils aient trouvé la solution. Ça y est. D'ailleurs, il y avait un exemple qui était montré au CES. Très sincèrement, moi, je pense qu'ils vont y aller. Parce que le marché, à mon sens, n'est absolument pas mature et qu'ils veulent, Stéphane a raison, avoir le côté un peu trendsetter et mettre cette mode-là. En revanche, je pense qu'ils n'avaient pas d'obligation à y aller. Mais je pense que vraiment aucune. Mais je pense qu'ils vont y aller parce que j'ai la sensation que l'iPhone iconique des 20 ans, et ben en fait ça va vraiment être un truc, borderless, tout en vert de partout, etc. Enfin très stylé. Et c'est dans la roadmap qui a complètement fuité. Donc ces projets-là, ils sont lancés depuis des années. Et donc ils étaient partis là-dedans. Et donc voilà, c'est en fin de un 18 Pro, exactement, ouais. Un 18 Pro et cet truc pliant. En revanche, par contre, les iPhone 18, eux, seraient décalés plutôt au premier trimestre 2027 maintenant. Donc Apple changerait son calendrier de sortie, Julien, pour glisser des nouveautés tout au long de l'année, et pas simplement comme tout en septembre. Et puis surtout des nouveautés premium. C'est-à-dire que tu mets tes nouveautés premium cher, parce que ça va être très cher, en fin d'année, et tu arrives avec les modèles plus grand public, entre grosses guillemets, en début d'année, quoi. Alors ça tombe bien, tu le disais, puisque Samsung, je ne veux pas dire de bêtises, mais n'était pas au CES cette année. Mais si, ils étaient au CES. Ils étaient au CES, mais il y avait surtout Samsung Display, qui est la division qui fournit les écrans à ceux qui en ont besoin, que ce soit les fabricants de téléphones, les fabricants de fours à micro-ondes ou de voitures. Et ils présentaient un nouvel écran OLED pliable sans pli visible. Et bizarrement, il est resté que quelques heures. Il a été débarqué manu militari. Il y a quelques personnes sur les réseaux sociaux qui ont publié l'image. Et vous voyez, il n'y a absolument pas de pliure. Oui, mais pour moi, ça, c'est le Samsung, la prochaine version du Samsung Fold. C'est le Fold 8. C'est pas Apple. Si tu nous as cité une stat tout à l'heure, 3% du marché. Vous croyez franchement qu'Apple va se lancer sur un marché où il y a 3% des gens qui vont acheter un écran pliable? Non, franchement, c'est impossible. Apple, ils sont là pour vendre des masses d'iPhone. Sauf, Julien, si Apple trouve l'argument marketing pour faire de cet iPhone de niche un iPhone pour monsieur et madame tout le monde. C'est risqué quand même. Moi, je pense que c'est un fantasme de fans d'Apple. Merci. Et que c'est comme l'Apple Car, comme la télé Apple. À une époque, on nous disait on aura une télé Apple chez nous. Au final, ça s'est transformé en Apple TV qu'on branche sur son écran.
Je pense que voilà, ça arrivera peut-être dans quelques années, mais pas maintenant. En tout cas, moi, pour aller Pourquoi ça coûtera cher? ça coûte très cher avant qu'on en parle. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est entre 2000 et 2500 euros les annonces d'Apple. Et c'est le Galaxy Z Fold 7 a été lancé à peu près à ce prix-là. Oui, bien sûr. Même s'il est moins cher aujourd'hui en promo. Il y a eu beaucoup d'aides. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'iPhone Fold, pour moi, c'est comment transformer son iPhone en iPad mini. Et en fait, pour moi, c'est un risque réel parce que ça sera ni un excellent téléphone, ni une excellente tablette. Tout à fait. Donc, complètement d'accord. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, peut-être que c'est du iOS en mode de téléphone et de l'iPadOS en mode... S'ils trouvent la solution pour avoir la meilleure expérience utilisateur possible, mais j'y crois pas. Elle a les 3%. Stéphane, ton avis, il est très bon. C'est vrai qu'au final, pour une fois, il faut que ce soit un très bon téléphone. L'iPhone, on a beau faire plein de critiques, c'est un excellent téléphone. Oui. C'est un excellent smartphone. A priori, ça va. On peut faire énormément de choses dessus. Voilà, ça pas tourne donné, très bien. Ça bug pas, moi, je contrairement à certains en fait. smartphones sur Android. En fait, moi, c'est vrai que c'est un outil de travail. Je l'utilise tout le temps, et je peux travailler tout le temps. Bah, si tu avais iOS dedans, tu serais encore plus Mais rapide. bien sûr, je serais le plus heureux. Alors voilà. Bien sûr, mais en fait, encore une fois, Apple est un suiveur alors qu'il était un lanceur. Quoi. Allez, pour conclure, Julien. Moi, je pense que vous avez raison. Il n'y avait aucune précipitation à avoir, mais je pense que à la fin d'année, on a un iPhone pliant. Je suis d'accord avec toi. Je veux dire, là, tu sais, il y a rumeur et rumeur, il y a liqueur et liqueur. Une fois de plus, j'ai beaucoup répété son nom dans cette émission, Mac Gurdman de Bloomberg. Il a dévoilé la roadmap sur 3 ans, quoi. Et je veux dire, et en fait, c'est étonnant même. Hein. C'est industriel. Et donc, quand c'est lancé en industriel, c'est autre chose que juste sur des plans, quoi. Alors, tu parlais un instant que ça n'allait pas être la seule nouveauté. Tu parlais de l'iPhone 18 Pro qui arriverait avant l'iPhone 18 qui serait un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on sait sur l'iPhone 18 Pro? Quelle serait la principale nouveauté en dehors Allez, on va commencer d'abord chronologiquement. Logiquement, le prochain iPhone, c'est l'iPhone 17e, c'est ça? En théorie, qui serait attendu dans les prochaines semaines. Donc, il abandonnerait l'encoche au profit du Dynamic Island. Voilà. Et revenons du côté des iPhone Pro. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait de nouveau, comme le détaillé à l'instant on va, il n'y aurait plus de Dynamic Island. Donc, il n'y aurait plus la petite pilule noire au sommet de l'écran. Voilà, donc ça serait l'avancée la plus notable, fini la pilule, mais un poinçon qui serait positionné non pas au milieu, mais sur le côté gauche de l'écran, donc serait parvenu. Donc, en gros, ça voudrait dire que Apple serait parvenu à intégrer les composantes Face ID derrière l'écran. Ce serait une bonne nouvelle. Il n'y a plus la Dynamic Island. Non, tu aurais un poinçon, et particulier, je crois qu'on a une image quelque part en régie, le poinçon ne serait pas au centre, mais sur la gauche. Attendez, on ne peut pas désavouer la Dynamic Island, c'est pas possible. Non, mais elle est toujours là. C'est-à-dire qu'il y a toujours les composants de la Dynamic Island. Aujourd'hui, tu avais plein de composants, notamment, tu sais, pour reconnaître ton visage avec un laser, qui nécessitait d'avoir une encoche, puis d'avoir la petite pilule. D'accord, tu l'as toujours. Okay. Tu l'as toujours, mais elle est derrière l'écran. Par contre, il reste juste l'objectif. Oui, Julien, tu voulais dire quelque chose? Exactement ce que tu étais en train de dire, Olivier. Ça veut dire que non, Dynamic Island va rester, mais c'est juste que l'encoche en elle-même qui aujourd'hui en fait masque. C'est-à-dire que la Dynamic Island est née d'une volonté de cacher ce truc noir. Sauf que maintenant, peut-être qu'elle va être cachée quand elle ne sera pas utile et apparaître quand il y aura une activité live, etc. Mais effectivement, le truc sera sur le côté gauche. Alors, je ne sais pas si c'est très joli d'ailleurs sur le côté gauche. Non, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, on va voir. Hein, ça reste encore. On est encore très en amont. En début d'année, ça peut encore évoluer. D'ici le mois de mai ou le mois d'avril où la prod va être gelée. Stéphane, surprise également du côté de l'iPhone Air. Hein. Oui, alors il y a beaucoup d'observateurs qui ont dit que l'iPhone Air serait un flop. Ce serait un flop de vente. Et pourtant, Apple préparerait une deuxième génération, une seconde. Je ne sais pas si seconde, d'ailleurs, ça peut-être sera la dernière, mais deuxième génération, une autre nouvelle génération. Je ne sais pas comment on va l'appeler, l'iPhone 18R, l'iPhone R2, ça va être compliqué les appellations. Peut-être l'iPhone R2. Ouais, tout simplement. Et dans quelques années, l'iPhone Air Fold. C'est possible. Moi, j'adore l'iPhone R. Je le trouve génial. C'est la plus belle expérience une petite d'iPhone. Moi, je trouve ça extraordinaire. On l'oublie dans la veste, on l'oublie dans la poche. C'est juste dommage que l'appareil photo soit pas aussi bien que les autres iPhones. Et le haut-parleur un peu. Voilà, ouais. C'est juste ça. Mais sinon, moi, j'adore l'iPhone R. J'ai changé pour le Pro et au final, l'iPhone R me manque. Alors, apparemment, tu as vu sur la petite image qui est apparue à l'écran, l'année prochaine, on aurait droit à un deuxième capteur, donc qui corrigerait l'un de ses principaux défauts. Tant mieux. Oui, et puis mais également, au final, il y aura toujours les versions pro et classiques qui seront meilleures en photo. Ouais, c'est ça. Et son prix baisserait un peu. Wait and see. Si Apple risque de créer donc la surprise cette année avec la prochaine génération d'iPhone, on va voir si le Fold va arriver. Le Mac pourrait bien être le vrai gagnant de 2026 pour grâce à une version qui serait pour les petits budgets, ce qui serait quand même une sacrée nouveauté.
du côté d'Apple. Alors les amis, c'est quoi cette rumeur de Mac low cost ? Elle est récurrente depuis des mois maintenant. Ce serait 2026 l'année du Mac avec l'arrivée d'un modèle low cost. C'est vraiment la rumeur de ces derniers mois. Tu parlais de Mark Gurman à l'instant, Julien Chiez, il n'aurait pas arrêté et puis Mick Schuko également, l'autre grand leaker. Un MacBook plus abordable et avec une puce dérivée de l'iPhone et non une puce M comme est embarquée dans les MacBook Air ou les MacBook Pro aujourd'hui. Vendu autour de 599 à 699 dollars avec une version peut-être un peu plus colorée, un peu plus grand public. En gros, une sorte de Chromebook made in Apple. Est-ce que vous croyez à ce scénario avec un lancement très rapide d'ici le printemps, une descente en gamme d'Apple, c'est assez inédit. Ah oui, moi, ça m'a fait penser, c'est comme si Ferrari sortait une Twingo. Non, t'exagères. C'est exactement ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Non, mais est-ce qu'on peut y croire ? Non, mais sérieux, ils vont peut-être essayer de nous vendre un iPad avec un clavier non tactile. Ouais, peut-être c'est plus ça, ouais. Voilà autre chose. Voilà, c'est ça, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, j'ai trouvé ça, mais... Alors, en termes marketing, toi, tu crois pas qu'Apple veuille descendre en gamme, en clair ? Ça va pas avec son positionnement premium. Non, il y a deux choses. Moi, je trouverais ça très bien que potentiellement, parce qu'en fait, nous, ce qu'on adore, heureusement que le Mac me fait rester dans l'écosystème. Oui, mais le ticket d'entrée, il est élevé quand même. Bien sûr. Non, mais ce qui est important, c'est que dans le Mac, il y a l'ordi, mais il y a aussi l'OS. Et l'OS, c'est inégalable. Même tu me payes pour que j'utilise Windows, je l'utilise pas. Attends, je vais avoir 5 ou 10 euros sur moi. Même pas. Non, mais, donc en gros, pour moi, si on voudrait vraiment aller... Non. Si on voudrait aller vers ça... Non, ce que je veux dire, c'est pour moi, dans l'absolu, je trouverais ça antinomique. Mais s'ils le font, tant mieux. Et s'ils le font, c'est à dessein. C'est qu'on aurait... Pourquoi ils ont créé aussi ce nouvel OS ? Pourquoi ils ont créé ces nouvelles puces ? C'est pour qu'on ait... un seul système. Oui, c'est le cas. Voilà, et donc en gros, et comme c'est quelque chose qui est une belle ambition, c'est une ambition qui devrait être accessible à un maximum de gens, donc pourquoi pas baisser les prix ? Mais quand même, si on regarde les prix en refurb des M2, qui sont des très bons ordinateurs, on serait à ce prix-là. Oui, c'est vrai. Donc pourquoi on se prendrait la tête c'est très juste. Et on se prendrait la tête à se prendre des trucs. Et donc voilà, et même c'est un peu dit, quoi. Alors vous qui venez du monde de la pop culture, du monde de la tech, pas uniquement du monde d'Apple et du monde PC également, on sait qu'on est quand même à une rupture technologique dans le monde Windows aujourd'hui avec l'obsolescence de Windows 10, sans dire de bêtises, que du coup on ne peut pas installer Windows 11 sur des anciennes générations de machines, du moins celles qui sont les plus anciennes. Il y a un coup à jouer pour Apple de revenir avec une machine pas trop chère en disant plutôt que racheter un PC, je rachète un Mac à peu près au prix d'un PC. Il y aurait un coup à jouer en effet, mais j'imagine mal à Apple, je suis un peu d'accord avec Stéphane. Casser son image. Casser son image, ça casserait l'image de marque. Après derrière, un MacBook OK avec cette puissance-là, mais qui pourrait durer combien de temps ? C'est ça la question. Moi aujourd'hui, je sais que les MacBooks, quand j'en achète un, ils me durent beaucoup d'années. Exactement. Là, ça durerait combien de temps ? En plus, Apple, alors une puce d'iPhone, pourquoi pas ? C'est vrai qu'ils voulaient uniformiser tout, mais c'est vrai que ces derniers temps, moi, je vois Apple me contacter régulièrement pour me dire aujourd'hui, sur MacBook, on peut jouer aux jeux vidéo, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y a de plus en plus de sorties et tout ça. Tu peux jouer sur l'iPhone aussi, même. Maintenant, tu peux jouer sur l'iPhone, mais c'est pas les mêmes jeux, c'est pas la même puissance. Il faut avoir le dernier iPhone où tu vas faire tourner les gros jeux. Donc, je sais pas, moi, je le sens pas. Encore un fantasme de fan de MacBook, ça, mais j'y crois pas. Julien Chiez, qu'est-ce que tu en penses, cette idée d'inonder le marché ? On a vu qu'Apple est descendu en gamme un petit peu avec le Mac mini l'année dernière, qui a fait un petit carton quand même. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un Mac autour des $500. La prochaine étape, ce serait un portable à $600. Ouais, alors le problème, c'est que, et ça ne concerne pas qu'Apple, c'est tout le monde dans le monde de la tech, l'explosion du prix de la RAM. Et je pense que c'est un vrai sujet, parce que globalement, là, ça télescope énormément de plans. À cause de l'IA, c'est ça ? À cause de l'IA, bien sûr, parce que des sociétés comme OpenAI, entre autres, ont d'ores et déjà commandé énormément de GPU pour faire la puissance de calcul, avec de l'argent fondamentalement qu'ils n'ont pas, et donc ça fait exploser les prix. Et ça fait exploser les prix vraiment. On parle de 200-300% d'augmentation sur certaines pièces. Donc la RAM, il y en a aussi dans les PC, et dans les Mac, et dans les iPhones, et dans les télés, et dans les consoles, et partout, en réalité, dans tout ce qui fait du calcul. Donc, il faut voir un petit peu comment ça va atterrir.
Et comment est-ce qu'ils auront négocié leur deal à l'avance, etc. Je pense très sincèrement que de toute manière, les prix là vont clairement de tous les côtés augmenter. Et que donc et que donc les entrées de gamme vont devenir les moyens de gamme d'aujourd'hui. Et que du coup ton argument genre c'est vraiment pas trop cher, bah il risque d'avoir un peu du plomb dans l'aile. Bon, donc Sachant que ça, c'est dans la feuille de route qui était annoncée aussi. Qui a été leakée. C'était peut-être la rumeur qui est le plus revenue en fin d'année l'année dernière. Ok. On va voir si la feuille de route est vraie. Entre-temps, le prix des rames a augmenté. Donc voilà, hein, mais c'est assez juste. Non, mais qu'Apple devienne universel et qu'on ait tout le monde ait des Mac, on sera content, hein, parce que je pense que c'est le meilleur système. Imagine l'audience de refait le Mac. Bref, qu'est-ce qu'on sait du côté des MacBook Air, des MacBook Pro, M5 Pro et M5 Max qu'on attend beaucoup, qui devrait aussi arriver prochainement. Ouais, donc le MacBook Air M5, là, la mise à jour semble imminente. Il n'y a plus de stock de toute façon, il n'y a plus de stock sur les MacBook Air de M4. Donc voilà. Donc pour le MacBook Pro M5, oui, ce serait pour le printemps. Voilà, donc il n'y aurait pas de changement majeur. Toujours le même design. Ouais, si ce n'est la grève de la nouvelle puce. Il faut juste attendre la fin d'année, peut-être pouvoir apparaître un nouveau design avec les nouveaux MacBook Pro M6. C'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, Julien. C'est là où la rumeur arrive avec une version tactile, peut-être. Voilà. Hein. Ah bah moi c'est ce que j'attends de pied ferme en fait. Moi ça fait quelques années maintenant que j'ai mon MacBook Pro et je me dis bah faut peut-être encore attendre un an parce que honnêtement ça va être le refresh des MacBooks qui arrive à peu près tous les 5 ans. Et il est annoncé comme un peu plus fin, bon, évidemment plus puissant. Mais alors surtout, honnêtement, moi, l'écran tactile, etc., j'y vois un vrai usage. C'est-à-dire que plein de fois, tu sais, tu veux faire swiper une page ou machin, enfin, un petit drag and drop rapide. J'ai pris l'utilisation avec un iPad, par exemple. Et donc, je me dis, bah, je préférerais avoir et mon Mac qui soit une sorte d'iPad et Mac, etc. Donc, c'est vrai qu'on a vu depuis iPadOS 26 que l'iPad redevient de plus en plus un mini-Mac quand tu lui greffes un clavier. Pourquoi pas la même chose du côté du MacBook Pro. Qu'est-ce qu'on attend donc une puce M6, plus fin, tu l'as dit, un écran tactile, une dalle OLED, un modem 5G intégré, ce qui serait une première pour un Mac, pas réservé qu'à l'iPad. Et plus d'encoche pour la webcam. Est-ce qu'il y aura Face ID ? Ce serait à suivre. Et puis on parle également pour la puce M6 d'une première puce du marché gravée à 2 nanomètres, toujours plus fin. Allez, pour terminer sur les Mac, côté Mac de bureau, Stéphane. Bah, si le Mac Pro est abandonné, c'est officiel depuis la fin de l'année, on devrait voir débarquer les versions M5 des Mac Studio et du Mac Mini et iMac. Sachant que le Mac Mini, c'est quand même le meilleur produit rapport qualité-prix que Apple nous est sorti, au même prix que ce pourrait être ce low cost également. Donc, mais on va voir s'il n'a pas augmenté à cause de la RAM, justement. Ouais. Allez, on va aborder un petit peu les One More Thing. Qu'est-ce qui pourrait être le produit surprise de cette année 2026 ? On en parle dans un instant. Allez, on enchaîne parce que Julien doit nous quitter dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme produit surprise ? Est-ce que on sait que le Vision Pro a beaucoup fait parler ces 2 dernières années, mais c'est plutôt un flop. Est-ce qu'il pourrait cette fois-ci transformer l'essai ? Est-ce que vous croyez à une version Air, à une version ultralight avec des lunettes comme l'a fait Meta ? Tu me disais en préparant l'émission que tu utilises beaucoup les lunettes de Meta, voire des Meta Display, plus légers, moins chers, plus autonomes. Est-ce qu'Apple devrait aller sur ce marché-là, tu penses, et il serait le plus pertinent pour domestiquer ? Parce que tu me disais, les Meta Display, c'est pas encore ça. Hein. Alors, les Meta Display avec l'écran, c'est pas encore ça. Et toutes les lunettes connectées que j'ai testées au CES à Las Vegas, qui proposent un écran, c'est pas encore ça aussi. L'expérience utilisateur est pas forcément agréable. T'es là, tu vois le monde réel, et à un moment donné, tu regardes un écran, t'as l'impression de loucher. C'est très désagréable en expérience utilisateur. Par contre, les lunettes intelligentes, là pour moi, c'est vraiment l'avenir. C'est-à-dire les Ray-Ban Meta classiques qui vous permettent, avec des verres classiques, de faire des photos, d'écouter de la musique, de passer vos appels, de faire des vidéos, d'envoyer des choses aux réseaux sociaux, de parler à l'intelligence artificielle aussi. Des lunettes intelligentes. Non, on ne peut pas trop parler à Siri. Smart Glass, franchement, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça. Alors, on ne parle pas à Siri, on parle à Meta AI. Oui, du coup. On dit OK Meta. À la future version d'Apple. Hein, j'aurais du mal à la sortir. On parle aux lunettes Meta et moi je trouve ça vachement bien. J'adore. Maintenant, le Vision Pro, est-ce qu'ils ne sont pas obligés de sortir une nouvelle version, ne serait-ce pour l'image à un moment donné ? Parce que sinon, ça serait un aveu d'échec colossal. Ouais. Bon, après, ils ont déjà fait des échecs, Apple. Il y a eu un petit papier qui est paru. C'est une rumeur comme quoi Apple aurait stoppé la production du M5, alors que le M5 a été introduit au mois de septembre-octobre. Donc c'est pas bon signe. Julien Chaise, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu penses qu'Apple va nous faire un One More Thing à terme ? Est obligé d'aller vers cet appareil hybride qui ne serait pas un téléphone, qui ne serait pas un casque, qui permettrait à la fois faire de l'IA,
et qui aujourd'hui est bien représenté par ce que fait Meta. Pour moi, il y a deux choses. Il y a effectivement, je suis complètement d'accord, les lunettes, ça a un marché potentiel bien plus important que les masques qui t'enferment, etc. Aussi bon soit-il, parce que, et je te remercie d'ailleurs Olivier, parce que c'était grâce à toi que j'avais pu tester le Vision Pro, et je trouve que l'expérience est quand même absolument incroyable, mais un, c'est beaucoup trop cher, et deux, il n'y a pas le paysage applicatif encore assez ample pour pouvoir justifier un tel investissement. En revanche, des lunettes, on le voit effectivement avec Meta, ça aurait vraiment, je pense, une capacité assez forte. Et puis, à mon avis, au niveau de la domotique et d'un petit outil qui pourrait intégrer la maison entre l'iPad et l'enceinte connectée, qui pourrait justement s'appuyer sur le nouveau Siri, le partenariat qu'on a évoqué longuement sur Gemini et Apple, bah, je pense que ça a beaucoup de chance, parce qu'apparemment, c'est quand même dans leur tiroir depuis un bon bout de temps, ils n'arrivent pas à le sortir, tu sais, entre HomePod et iPad, mais mélangés. Donc, à mon avis, ça, c'est deux produits qui, je ne sais pas si c'est cette année, hein, mais qu'on risque de voir dans les années à venir du côté de chez Apple en termes de nouveautés de gamme. C'est un peu comme l'Amazon Echo Show, hein, c'est-à-dire qu'à la fois une enceinte et un écran tactile qui permet de piloter, de regarder des films, de piloter ces objets connectés, ou les co-hubs que vous voyez à l'image. On sait qu'Apple, c'était vraiment la rumeur la plus, ils en étaient certains, les leakers, l'année dernière, que ça allait sortir en 2025. C'était vraiment la rumeur la plus forte l'année dernière en fin d'année. Et finalement, c'est pas sorti parce qu'apparemment, bah oui, ils n'avaient pas leur Siri. Ils n'avaient pas Siri. Ils n'avaient pas leur nouveau Siri. Ils avaient leur Siri tout pété. Donc, qu'est-ce que tu veux faire dis-moi, mais ça marche pas. Alors, il y a deux pistes pour ce produit. Ce serait soit Command Center ou HomePod. Et puis, il y a beaucoup de rumeurs autour de la maison connectée. Apple voudrait vraiment faire en sorte que la maison connectée, la maison intelligente se vulgarise, se démocratise en mettant en place une sorte de standard avec des petites puces, comme il y a les puces dans les AirTags, Julien, tu sais, qui permettraient automatiquement des objets connectés de se détecter par l'iPhone, donc il n'y aurait plus de configuration à faire. Donc ce HomePod serait un petit peu le centre de contrôle de ta maison connectée, et tu aurais progressivement des objets connectés qui arriveraient dans l'univers Apple. On parle d'une caméra de surveillance, on parle de plein de choses qui pourraient arriver progressivement, donc... Et puis, sans parler, bien sûr, des AirTags de numéro 2 qui ne devraient pas tarder. Moi, j'attends surtout un nouvel Apple TV, parce que le mien commence un peu à ramer. Et puis, parce que je joue. Et oui, je joue sur l'Apple TV, je vais être le seul. J'ai joué à une époque, moi, sur l'Apple TV. J'ai joué à une époque, avec la télécommande. Ouais, avec la télécommande. Non, avec un joystick. Une petite réaction de Jean-Marc Ouvray pour conclure. Oui, Jean-Marc Ouvray, donc alias J-Marc, fidèle parmi les fidèles, donc un iPad Pro 13 avec l'autonomie d'un MacBook Air 13. C'est vrai que l'iPad Pro, il peine un peu. Hein. Un iPhone Air Ultra avec un Air avec une autonomie puissance et photo d'un Pro, une Apple Watch avec FaceTime et autonomie d'une WeSing, c'est aussi 100 balles et un Mars, non, c'est pas... Non mais mon cher, je pense que Apple a du pain sur la planche cette année, mais en tout cas, effectivement, on s'aperçoit que le fait de débloquer l'intelligence artificielle et permettre l'arrivée d'un nouveau Siri va permettre, comme le disait Julien à l'instant, de voir arriver plein d'autres nouveaux produits qui aujourd'hui nous étaient interdits, puisque même pour le Vision Pro, moi ce qui manque le plus dans Vision Pro, c'est un assistant vocal qui vient t'aider au quotidien quand tu as besoin de quelque chose, et c'est pas génial avec Siri. Donc je pense que même ça va donner un coup de fouet. Le hub pour contrôler la maison, ça a du sens. Au CES de Las Vegas, il y avait beaucoup d'exemples de technologies similaires. Après, il faudrait que ça soit interopérable, parce que le système, aujourd'hui, quand on va chez LG, c'est l'écosystème LG. Tout est fermé. Pareil, chez Samsung, on reste dans l'écosystème. Peut-être cette petite puce. Peut-être la petite puce, ça serait une solution. Tu penses bien. Oui, c'est possible. Sous la forme d'une licence. Mais j'ai plus l'impression que chaque constructeur va être dans son écosystème et va être à chaque fois dans un vase clos. Que le meilleur gagne. Julien, on te dit au revoir. Bah oui, je suis désolé, j'aurais rêvé rester avec vous, mais là, malheureusement, on a presque à la fin. Bonne année encore à toi, Émile. Je vous fais des bisous, merci, plein de bonnes choses à ceux qui nous ont regardés, c'était passionnant, et donc rendez-vous dans quelques mois pour voir si là, les suppositions et on va sortir les archives. Auront atterri ou pas. Merci Julien. Allez, on passe au coup de cœur. Merci à vous. Salut. Ciao. Stéphane, on commence avec toi. Oui, alors c'est un coup de cœur que j'ai déjà choisi par le passé, mais là, il s'est passé beaucoup de choses pour Manus, qui est mon outil d'intelligence artificielle, un agent préféré de très 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 loin.
J'utilise que ça quasiment à 90% et le reste, c'est ChatGPT, etc. Et Manus, c'est un agent d'intelligence artificielle d'origine Pourquoi il est Singapour. différent des autres? Pourquoi tu as choisi celui-là? Parce qu'il est parfait sur toutes les réponses que je donne, tout simplement. D'accord. Et souvent, et quand ça va pas, je le challenge, mais en fait, je lui demande tout. Et ça me permet de tout gérer au quotidien, que ce soit la gestion de mes mails. J'ai pu même lui créer un petit CRM comme moi j'ai envie de créer. Donc, enfin bon, je passe les détails. C'est vraiment super. Et cette semaine, donc, les actualités pour Manus sont très denses. Il vient d'être racheté par Meta. Ah. Comme Meta et ils se sont T'as créés. pas l'air content. Non, mais si, oui et non. Enfin, oui. Bah, c'est bonne nouvelle pour Meta. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle pour Meta, mais c'est-à-dire ce que Meta a fait. Apple aurait pu le faire. Aurait dû le faire, parce qu'en plus, quand je vais vous dire un peu les conditions de ce rachat, c'est quand même, ils ont été créés, ils sont sortis en mars 2025. Ils ont réussi, bon an, mal an, à faire 100 millions de chiffre d'affaires. Ils ont Mars. en Il y a 9 mois. Même pas. Ouais, c'est un bébé, voilà. Fort, Et non, mais là, ils viennent de faire ils ont annoncé 100 millions de chiffre d'affaires en cumulé, mais surtout, ils ont été achetés 2 milliards par Meta. Et en fait, quand vous pensez combien que Meta a racheté 17, je crois, milliards WhatsApp, il y a des années, dans les années 2012-2013, je ne sais plus. Il y a Apple filé 1 milliard par an à Google. Voilà, que derrière, vous avez, ils ont racheté Instagram à 1,7 milliard, je crois, de mémoire aussi, et ils ont fait en sorte que ces boîtes vaillent chacune plus de 500 milliards, moi même plus. Bon, voilà, on va dire que quand ils rachètent quelque chose, en général, c'est souvent, ça va se démultiplier. Donc, Manus, pour moi, c'est pas l'avenir, mais ce qu'aurait peut-être dû faire Apple, c'est acheter quelque chose qui est prometteur et qui aurait pu s'intégrer sans aucun problème, parce que l'application, elle est géniale aussi, sur nos téléphones. Et en plus, donc, ils viennent d'annoncer hier, au moment où on tourne, on tourne jeudi, on diffusait le vendredi. Donc, c'était annoncé donc, le 13, donc le mardi dernier, un partenariat avec SimilarWeb. Ça vous dit rien du tout, c'est un outil d'intelligence économique avec de l'IA et qui vous permet de pouvoir faire des études de marché exceptionnelles. C'est-à-dire que pour moi, cette association, c'est la mort de McKinsey et compagnie. Ah, carrément. Ah, pour moi, je ne comprends pas comment on peut encore payer des consultants. D'accord. C'est pas possible. Mais je vous dis, mais faites des tests. Si vous voulez vous lancer dans un business, vous utilisez Manus avec cette association avec SimilarWeb, le résultat est purement hallucinant. Mais quand je dis hallucinant, quand on me demandait quel était le meilleur, je disais Gemini ou ChatGPT, non, moi c'est Manus. Ok, ça mérite même si certains m'ont fait remarquer le nom qui n'était pas très... Oui, bon, on va passer à autre chose. Voilà. Julien, ton coup de cœur pour commencer l'année? Mon coup de cœur, c'est tous les robots que j'ai vus lors du CES à Las Vegas. J'ai été sidéré. Jusqu'à maintenant, je voyais des vidéos sur Internet. Et là, j'y croyais pas, non. J'y croyais pas. Et là, vraiment, j'ai vu des robots. Et j'ai vu surtout que nous, en fait, en Europe, on est très focus sur les États-Unis. Et en fait, quand j'étais au CES de Las Vegas, 85% des stands, c'était des Asiatiques. Et les Chinois, les Coréens, les Vietnamiens, ils sont vraiment en avance sur nous. Et ils présentent des robots qui sont fonctionnels. J'ai vu des robots en train de faire du tai chi, carrément. Il y a surtout le robot de LG, Cloyd, qui carrément va proposer de s'occuper de la maison. Il va faire le ménage, il va nous poser le petit-déj. Tu ne vas pas regarder quand il va faire le ménage. Tu m'as regardé, moi. Il va nous laver le linge. Quand on va oublier ses clés, il va nous dire les clés sont là. Ça va être quelqu'un qui va automatiser toute la maison. Et alors, quand on voit les images, il est hyper lent. Mais en même temps, c'est comme un robot aspirateur, finalement. Les robots aspirateurs, ils sont hyper lents. Et moi, aujourd'hui, là, il est en train de passer l'aspirateur chez moi. Il n'y a personne chez moi. Il va mettre un temps fou, mais il va le faire bien. Et bien là, ça va être pareil avec les robots. Et tu me disais tout à l'heure en préparant l'émission qu'en Asie, particulièrement, on pense au Japon notamment, c'est une population de plus en plus vieillissante. Et on a besoin de ce type de service-là pour aider les personnes âgées. Oui. Et qui a un marché potentiel énorme. En fait, mais c'est dans tous les pays. Les populations sont en train de vieillir. Aux États-Unis, je crois que les moins de 18 ans sont beaucoup moins que les plus de 60 ans désormais. En France, c'est la même chose. Il y a plus de décès. Sauf que nous, on ne réfléchit pas à ça. Là-bas, ils ont déjà tout anticipé. C'est-à-dire, ils savent qu'ils auront un problème de main-d'œuvre dans les usines. C'est pourquoi Hyundai a acheté Boston Dynamics, ou les petits robots par DeepMind. Voilà, et ils sont en avance sur ça. Ils ont déjà anticipé ça. Et nous, quand on sera des personnes âgées, dans pas très longtemps, on aura le choix, c'est soit aller en EHPAD, soit prendre un robot. Moi, je préfère prendre un robot et rester chez moi. Oui, je suis d'accord avec toi. Surtout si, tant qu'il y aura du Wi-Fi, ça devrait y aller. Oui. Petite référence à ce que tu connais. C'est à moi, les amis. Mon coup de cœur, c'est bien plus terre à terre. Cette année est une année aussi un peu exceptionnelle pour Apple, parce que ça va être les 50 ans de la marque déjà. Je n'étais pas né, mais bon, on m'a raconté. Et si vous souhaitez donner à votre iPhone l'aspect
et la touche de rétro des premiers Mac des années 80. Voici la dernière housse de Spigen. Elles sont baptisées les classiques LS. MacFit pour iPhone 17 Pro et 17 Pro Max. Regardez, j'adore. À partir de $60 pour faire ressembler votre iPhone à un petit Mac 512 ou un Mac Plus de l'époque. Bien rigolo. J'adore. Voilà, on va en commander tout plein et on va se faire plaisir. C'est la fin de ce premier épisode de l'année dont On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci infiniment pour votre fidélité. Encore, on est super content des chiffres d'audience. 4 millions de vues en 2025 pour On refait le Mac. C'est juste incroyable. Bravo. Tu vas vite nous dépasser avec ta chaîne YouTube. Allez vous abonner à la chaîne YouTube de Julien Telouk. On mettra le lien dans la description de la vidéo. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission consacrée à Tim Cook. Quel successeur pour Tim Cook? Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. N'oubliez pas le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci les Julien, merci Julien. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Julien Chies qu'on embrasse, merci Stéphane et à la semaine prochaine. Salut.